Voici la traduction de votre nouveau scénario. Comme pour les précédents, j'ai corrigé les erreurs de transcription du texte anglais. Par exemple, cornisson en cornicin, veius en veges, vegetus, doabra en dolabra, foca en fossa, tacera en tessera et classum en classicum, pour garantir une précision historique absolue. C'est la fin de l'après-midi, quelque part en Gaule. La légion romaine marche depuis l'aube. 30 km de route derrière eux. Les hommes sont épuisés, leurs pieds sont à vif, leurs épaules sont douloureuses sous le poids de près de 30 kg d'équipement. Le cornicin, joueur de cor, sonne la halte. Et là, il se produit quelque chose d'extraordinaire. 6000 hommes, qui viennent d'accomplir l'une des tâches physiques les plus éprouvantes qu'un corps humain puisse supporter, commencent immédiatement à construire une ville. Pas un campement de fortune, pas un amas de tentes dans un champ. Une installation fortifiée avec des remparts de terre, un fossé défensif, des tours de guet, une rue principale, un quartier général, un hôpital, des zones de casernement organisées, un approvisionnement en eau, le tout construit selon des spécifications d'ingénierie précises, dans la même configuration à chaque fois, en moins de 3 heures. À la tombée de la nuit, la Légion est à l'abri derrière des murs. Les portes sont gardées, les tours de garde sont en place. Demain, ils marcheront à nouveau. Et demain soir, ils reconstruiront tout cela. Cela se produisait chaque jour de campagne, et c'est l'une des réalisations organisationnelles les plus remarquables de l'histoire militaire. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du camp de marche romain, le castrat. Comment il était planifié avant même l'arrivée de l'armée? Comment 6000 hommes le construisaient en 3 heures sans aucun chaos? À quoi il ressemblait de l'intérieur? Et pourquoi cette construction quotidienne était en soi une arme de guerre? Le camp de marche romain ne commençait pas à l'arrivée de l'armée. Il commençait des heures plus tôt, avec un petit groupe de spécialistes se déplaçant discrètement en avant de la colonne principale. C'étaient les mensores, les arpenteurs. Leur travail consistait à trouver le site, à l'évaluer et à délimiter l'ensemble du camp avant même que le premier légionnaire épuisé n'apparaisse à l'horizon. Les mensores étaient des ingénieurs qualifiés. Ils comprenaient le terrain, le drainage, le positionnement défensif et les exigences géométriques précises du castrat. Lorsqu'ils arrivaient sur un site potentiel, ils suivaient une liste de contrôle systématique que Végès documente en détail. Premièrement, l'eau. Le camp avait besoin d'une source d'eau fiable, à une distance raisonnable. Une légion de 6000 hommes, plus le personnel de soutien, consommait d'énormes quantités d'eau chaque jour. Sans elle, le camp ne pouvait pas fonctionner plus d'une journée. Deuxièmement, l'état du sol. Le site devait être suffisamment plat pour le réseau routier interne, mais avec une pente naturelle suffisante pour le drainage. Un camp construit sur un sol gorgé d'eau était un désastre sanitaire en devenir. Troisièmement, la capacité de défense. Idéalement, un ou deux côtés du camp devaient être protégés par des éléments naturels, une rivière, une pente, une forêt dense. Cela réduisait la longueur du périmètre défensif que la Légion devait activement garder pendant la nuit. Quatrièmement, le fourrage. La Légion voyageait avec des centaines de chevaux, de mules et de bovins. Des pâturages ou du fourrage stocké devaient être accessibles. Une fois le site sélectionné, les mensores le marquaient à l'aide de tiges de mesure, de jalons et d'une groma, l'instrument d'arpentage romain qui permettait d'établir des angles droits avec précision sur un terrain accidenté. Chaque mesure était standardisée.
La tente de commandement, le praetorium, allait toujours dans la même position. La rue principale, la Via Principalis, suivait toujours la même orientation. Les portes étaient toujours dans les mêmes positions relatives. Pourquoi cette standardisation obsessionnelle? Parce que dans une armée de 6000 hommes parlant de multiples langues et dialectes, arrivant épuisés après une journée de marche, il n'y avait pas le temps d'expliquer où se trouvait quoi que ce soit. Chaque soldat savait exactement où se trouvait la zone assignée à son unité, car elle était toujours au même endroit. Le camp était une carte que les soldats portaient dans leur tête. Lorsque les menseures avaient terminé, le site était balisé avec des drapeaux colorés et des piquets. Chaque drapeau indiquait une zone spécifique: le prétoire, la Via Principalis, les zones des unités, les latrines, les lignes de chevaux. L'armée était encore à des kilomètres de là, mais le camp existait déjà sous forme de diagramme sur le sol. Lorsque la colonne arrivait sur le site balisé, la transformation commençait immédiatement. Il n'y avait pas de période de repos. Les soldats épuisés laissaient tomber leurs sacs de marche et prenaient leurs outils de terrassement. Chaque soldat romain transportait du matériel de construction dans son équipement standard. La dolabra, une combinaison de pioches et de hachettes, pouvait briser la terre dure, couper les racines et façonner le bois. La pala était une bêche en bois ferré pour déplacer la terre. Une longueur de corde, des piquets et un panier en osier pour transporter la terre excavée complétaient le kit de terrassement de base. Cet équipement ajoutait un poids important à une charge de marche déjà lourde, mais c'était non négociable. Le camp n'était pas construit par des ingénieurs spécialisés, il était construit par les soldats eux-mêmes. Le travail était organisé par centuris et par cohorte. Chaque unité se voyait attribuer une section spécifique du périmètre ou une tâche interne précise. Les centurions dirigeaient les travaux exactement comme ils dirigeaient les exercices et les combats, avec une autorité absolue et une correction immédiate de tout écart par rapport à la norme. La première priorité était la fossa, le fossé défensif. Il courait tout autour du périmètre du camp, généralement en forme de V, d'environ 1 mètre de profondeur et 3 mètres de largeur, 3 pieds romains sur 9. Bien que les dimensions varient en fonction du niveau de menace, lors d'une marche tranquille en territoire ami, un fossé plus petit suffisait. Lorsque l'ennemi était proche, la fossa pouvait être doublée, 2 fossés parallèles et considérablement approfondis. La terre excavée de la fossa n'était pas gaspillée. Elle était empilée sur le bord intérieur pour former l'aguerre, le rempart de terre. Des piquets étaient enfoncés dans la crête de l'aguerre et les pila muralia, les pieux en bois aiguisé que chaque soldat romain transportait, étaient plantés au sommet du rempart pour former une palissade. La fossa et l'aguerre créaient ensemble une barrière défensive qui pouvait stopper une charge de cavalerie et ralentir tout assaut d'infanterie suffisamment longtemps pour que les défenseurs puissent réagir. Pendant que les travaux du périmètre avançaient, d'autres détachements s'occupaient simultanément de tracer le réseau de rues internes, de monter les tentes en cuir à leurs emplacements assignés, de creuser les latrines sous le vent des zones de couchage, d'établir les lignes de chevaux et de mettre en place la zone de commandement du prétoire, où le légat, legatus, et son état-major travailleraient toute la soirée. La coordination requise pour faire tout cela simultanément, sans que les équipes de travail ne se gênent les unes les autres, était en soi un exploit organisationnel remarquable. Cela fonctionnait parce que chaque homme connaissait son rôle, sa position et sa tâche avant même d'arriver. L'aménagement standardisé signifiait qu'aucune décision ne devait être prise sur place. L'exécution était primordiale. Une fois construit, le camp de marche romain était une installation militaire fonctionnelle qui reproduisait la disposition d'un fort permanent avec une fidélité impressionnante. La Via Principalis était la rue principale traversant toute la largeur du camp. Elle était suffisamment large pour que les troupes puissent y marcher en formation, essentielle pour un déploiement rapide par les portes du camp en cas d'urgence.
En son centre se dressait le prétoire, la tente du commandant et le cœur administratif du camp. C'est là que le légat recevait les rapports, donnait ses ordres et menait les affaires du commandement. Autour se trouvaient des tentes des tribuns supérieurs et de l'aquilifère qui portaient l'aigle de la Légion. La Via Praetoria était perpendiculaire à la Via Principalis, créant le plan de rue en forme de croix qui définissait l'organisation intérieure du castrat. Les zones des unités étaient disposées en blocs de part et d'autre de ces rues, chaque centurie occupant une parcelle standardisée où ces tentes en cuir étaient montées dans la même configuration chaque nuit. Les 4 portes, la Porta Praetoria, la Porta Decumana et les 2 portes principales, Porta Principalis dextra et sinistra, étaient plus que de simples entrées. C'étaient des atouts tactiques, suffisamment larges pour que l'armée puisse faire une sortie rapide. C'étaient également les points par lesquels les convois de ravitaillement entraient et les patrouilles partaient. Chaque porte était gardée toute la nuit par une équipe dédiée, avec le mot de passe, la tessera, qui changeait quotidiennement pour empêcher toute infiltration. L'organisation interne du camp reflétait la même logique que ses défenses externes. Éliminer l'incertitude, réduire le temps de décision, permettre une réponse rapide. Un soldat, réveillé à minuit par l'alarme, savait exactement vers quelle porte se diriger, exactement où sa centurie devait se former et exactement quel était son rôle. La géographie du camp était son entraînement. Les historiens militaires modernes décrivent parfois le camp de marche romain comme l'arme tactique la plus importante de Rome. Ce n'est pas une exagération. Le camp transformait la situation stratégique dans n'importe quel théâtre d'opération. Une armée qui peut se fortifier chaque nuit ne peut pas être surprise. Elle ne peut pas être détruite par une attaque à l'aube. Elle peut choisir quand combattre et quand se retirer, car elle a toujours une position défendable ou retournée. L'ennemi, en revanche, doit soit attaquer le camp fortifié, une proposition difficile et coûteuse, soit regarder l'armée romaine opérer depuis une base sécurisée indéfiniment. Jules César l'avait compris mieux que quiconque. Ces campagnes de la guerre des Gaules étaient une véritable leçon magistrale sur l'utilisation du castrat comme outil stratégique. Lorsqu'il était en infériorité numérique, il se fortifiait et attendait. Lorsque ses ennemis venaient à lui, il le faisait selon ses propres termes, face à des défenses préparées. Lorsqu'il se déplaçait, il le faisait en sachant que le camp de chaque nuit effaçait la vulnérabilité de la marche. L'effet psychologique sur les populations ennemies était également significatif. Une armée qui construit un camp fortifié chaque soir et le démantèle chaque matin envoie un message clair. Cette force n'est pas un groupe de pillards. Elle ne fait pas que passer. Elle est là. Elle est organisée. Et elle sera de retour demain. Le castrat était une déclaration de permanence, même en mouvement. La routine du matin inversait la construction du soir avec la même efficacité. Au premier signal de trompette, le classicum, les soldats se réveillaient et commençaient à démonter leurs tentes et à emballer leur équipement. Au deuxième signal, les chevaux étaient sellés et les bagages chargés. Au troisième signal, la colonne se formait et la marche commençait. Mais avant le départ de l'armée, le camp était systématiquement démoli. Les pieux pila muralia étaient arrachés du rempart et remballés. On en aurait besoin ce soir. Les tentes en cuir étaient pliées et chargées sur les mules. Les latrines étaient comblées et recouvertes. Pourquoi cette démolition minutieuse ? Parce qu'un camp vide et debout était une menace. Il pouvait abriter une force ennemie. Il pouvait être utilisé comme base d'embuscade contre la colonne sur le départ,
La doctrine romaine exigeait que rien d'utile ne soit laissé derrière. Ce qui restait après le départ de l'armée était une dépression rectangulaire dans la terre, l'espace négatif de la fossa et le sol tassé de la via principalis. Les archéologues d'aujourd'hui retrouvent ces traces à travers toute l'Europe, de l'Écosse à la Roumanie. Chacune d'elles est l'empreinte d'une seule nuit d'occupation par une armée romaine en marche. 3 heures chaque soir, pendant des mois. Le camp de marche romain n'était pas seulement un exploit d'ingénierie, c'était un exploit psychologique. La discipline requise pour le construire, prendre des soldats épuisés et les soumettre immédiatement à un travail physique intense dans une configuration spécifique et selon des normes précises, était la même discipline qui rendait l'armée romaine efficace au combat. Le camp et la légion étaient les expressions d'une seule et même chose, la transformation d'hommes individuels en une machine collective supérieure à la somme de ses parties. Un soldat romain seul était un combattant capable. 6000 soldats romains capables de construire une ville fortifiée en 3 heures après une marche de 30 km était quelque chose à quoi leurs ennemis n'avaient aucune réponse. Le castrat était la signature de Rome. Partout où les légions allaient, les terrassements rectangulaires suivaient. Et partout où ces terrassements apparaissaient, le message était le même. Rome est ici. Rome est organisée. Et Rome ne partira que lorsqu'elle l'aura décidé. 2000 ans plus tard, les archéologues peuvent encore retrouver les contours de ces camps imprimés dans la terre de 3 continents. Le monument le plus durable de l'armée la plus disciplinée que le monde antique ait jamais produite. Quel aspect du camp de marche romain vous surprend le plus? Laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous voulez continuer à explorer ce qui a fait de l'armée romaine la force militaire la plus efficace du monde antique, abonnez-vous. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans le système de rémunération militaire romain.